Voilà, donc il y a quelques problèmes techniques. De toute façon, la présentation de Cohen, il va l'enregistrer, il va l'envoyer et demain on va la passer le moment opportun. Donc on passe tout de suite à la présentation suivante. La présentation du professeur Bousskraoui que vous connaissez tous. Donc il était très actif cette période sur les webinaires. Donc il a fait un grand effort de sensibilisation et de formation. On lui a demandé de nous parler de la place de la vaccination. On parle de la vaccination actuellement, comme vous le savez, dans donc, les laboratoires Pfizer et certains laboratoires. Donc ils ont commencé déjà les essais cliniques chez l'enfant, à partir de 12 ans. Donc, comme vous le savez, la Covid chez l'enfant n'est pas très grave. On se pose la question, quelle serait la place de la vaccination? Vous avez la parole, Sidi Bousskraoui, et merci d'avoir accepté de participer à la FADEL. Merci beaucoup, c'est Mustafa Hida. Merci pour les collègues qui participent toujours à organiser avec toi ces belles journées de pédiatrie de face. C'est un moment d'échange. Et puis, c'est un peu particulier cette année parce que là, on est resté enfermé. On commence à parler à des écrans et je pense qu'avec le temps, comme on lui disait à notre président de Société marocaine de pédiatrie, on va commencer à devenir fou en discutant qu'avec des écrans. D'accord, c'est pas évident. Donc, Robert Cohen, il a été bloqué, il a été accompagné par nos techniciens que je remercie beaucoup. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour prendre contact avec lui. Il avait un blocage technique. Et on va reprendre le contact avec lui le soir. Et puis après, si ça se bloque, on va enregistrer, la faire passer, trouver le moment pour faire passer. D'accord. C'était très intéressant. Mustafa Hida, il s'attachait à cet exposé parce qu'il était impressionné de cette notion de dette immunologique. C'est-à-dire ces enfants qui ont été enfermés et qu'on a l'impression que cette année, avec les mesures distancielles qu'on voit, très peu d'infections respiratoires, de grippe, de maladies infectieuses. On était très contents. Et puis, est-ce que vraiment c'est quelque chose de positif? Est-ce que ce sont des enfants immunisés et ils vont s'immuniser tardivement? C'est tout. C'est ce qu'allait nous expliquer notre ami Robert Cohen. Donc voilà. La vaccination anti-Covid, en fait, ce n'est pas un cadeau que m'a donné mon ami Mustafa Hida, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Il n'y a pas, vous avez l'impression, on parle beaucoup de Covid chez l'adulte, de la vaccination chez l'adulte, mais chez l'enfant, il y a très peu de choses. D'accord? Et donc, je vais parler de la vaccination de l'enfant, des perspectives, mais aussi des actualités, certaines notions que des gens en parlent sur les plateaux télé, sur les IDA et tout ça, et parfois les gens, même l'immunité de groupe, les gens ne comprennent pas très bien l'immunité de groupe. Certains qui ont déjà annoncé qu'on aura cette immunité de groupe le mois de mai, etc. Donc tout le monde est devenu expert sur les plateaux télé au niveau de IDA et tout ça. Mais nous, entre nous, de façon, on va dire, il faut qu'on reste modeste. Ce virus nous surprend chaque jour, chaque mois, avec des notions, on ne l'a pas encore maîtrisé, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais pour revenir sur les règles de base. D'accord? La vaccination, les mesures restrictives. Voilà. Donc, alors ça ne devrait pas coincer là aussi. Je pense que la pointeur, elle est un peu figée, donc c'est pas grave. Je pense qu'on peut régler ça. On passe comme cette année-là. Voilà, ça peut passer comme ça. D'abord, tu l'as décoincé. Très bien. C'est bon? Très bien. Bon, la qualité des images change parce qu'il y a des couleurs et tout ça qu'on n'arrive pas à voir, mais c'est pas grave. Alors, nous sommes des pédiatres, des médecins d'enfants, et nous savons très bien, d'accord, que le Covid de l'enfant est le plus souvent bénigne, je ne vous apprends rien, qu'il y a rareté des formes graves et de décès, on l'a dit, on l'a répété, que nous avons constaté des vascularites graves, étiquetées Kawasaki-like, d'accord, au Covid-19, toute une discussion là-dedans,
et que la gravité peut être majorée par une maladie sous-jacente, notamment chez l'adulte, d'accord? Et puis, les conséquences, nous avons tous vécu avec nos enfants, avec la famille, l'impact psychosocial, les enfants qui devraient jouer, qui devraient sortir, qui devraient aller à l'école, ils ont vécu les méfaits de confinement, et puis le retentissement sur l'éducation. Il y avait l'arrêt de l'école, le passage rapide à l'enseignement distanciel, avec toutes les difficultés. Il y a des enfants qui ont un ordinateur, des enfants qui n'ont pas d'ordinateur, de l'Internet, pas d'Internet. Il y a vraiment un impact social et un retentissement sur l'éducation réel. Et puis, l'impact à long terme de la maladie reste à revoir avec les Covid lents, notamment. Bon, ils sont rares chez l'enfant, mais ça existe. Alors, et puis la mortalité, l'impact de Covid pédiatrique à travers le monde. Si on fait une revue systématique des décès, vous allez remarquer que c'est essentiellement le Brésil, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui étaient plus touchés par les décès chez les enfants, mais essentiellement c'était des décès moins d'1 an. Et puis, un retour sur les mises à jour de la recherche sur les médicaments, les vaccins et les approches bioinformatiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la Covid, d'accord? Mais nous allons nous intéresser essentiellement aux vaccins, puisqu'il n'y a pas encore de médicaments efficaces sur la Covid. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux vaccins. Alors, il y a une maturation et une persistance de la réponse anti-SARS-CoV-2 des cellules B mémoire. Lorsqu'on va faire... malheureusement, le pointure ne marche pas. Hein? Tout à fait, ce que j'ai dit au technicien tout à l'heure. Donc, cette maturation, il va y avoir une maturation précoce, une immunité anti-spike. Vous savez, spike, c'est la protéine qui est la base de la fabrication des vaccins anti-Covid. Il y aura une réponse anti-spike précoce, et il y aura une réponse anti-spike tardive. Pour le moment, on parle de 6 à 8 mois après une infection. Et puis, après ces rappels, vous avez tous entendu parler des plateformes de fabrication. Il y en a des plateformes qui étaient classiques, à base de virus, qu'ils soient atténués ou inactivés, à base de protéines, à base d'adénovirus vecteur viral, comme vecteur viral, mais ce qui est intéressant, surtout à base d'ADN, d'ARN, donc cette plateforme, comme pour le vaccin de Pfizer, à base d'ARN messager, et donc ce sont des vaccins, c'est une fabrication récente, quel que soit le mode de fabrication. Ces antigènes vont être présentés à ce qu'on appelle la cellule présentatrice de l'antigène et ça devrait engendrer une réponse immunologique. Et nous allons voir que cette réponse immunologique va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Regardez, vous avez 3 exemples sur l'efficacité de vaccins anti-Covid, sur l'hospitalisation et sur la morbidité engendrée par la Covid. Vous avez l'exemple d'Israël, l'exemple de l'Angleterre et l'exemple de la France. L'exemple d'Israël, c'est que la vaccination était rapide avec 2 doses, d'accord? Et regardez comment l'hospitalisation a diminué de façon drastique. Rapide, mais avec 2 doses. La vaccination en Angleterre, elle était rapide, mais avec une dose. Regardez la chute, d'accord, de l'hospitalisation. Et puis, l'exemple de la France, championne de l'hésitation vaccinale, regardez, c'est une vaccination très ralentie, et donc l'hospitalisation a été réduite, d'accord, de façon très très lente. Voilà 3 exemples. Et bien sûr, l'efficacité de vaccin devrait toujours tenir compte d'autres éléments qu'il faut considérer, comme les mesures restrictives et comme l'émergence des variants. C'est l'actualité.
Alors, je vais vous donner un schéma général. Lorsque la vaccination anti-Covid est élevée, la couverture vaccinale est élevée, il faut tenir compte de deux situations. Soit les mesures restrictives sont respectées, et là, on va combattre de façon réelle l'émergence des variants. Si on a un taux de vaccination élevé, et on va laisser tomber les mesures restrictives, bien sûr, il y aura malgré la vaccination une émergence réelle des variants. Ça, c'est très important. Et donc, sur le plan pratique, après ces notions de base, faudra-t-il vacciner les enfants contre la Covid-19? Vous connaissez très bien une grande vaccinologue qui est Claire Ansegrest. C'est un article qui existe gratuitement sur Internet que vous pouvez télécharger et lire, très très intéressant. Et bien sûr, on va revenir à cette notion de sécurité vaccinale et on va revenir surtout sur l'efficacité, l'immunogénicité de vaccins pour bien sûr diminuer la transmission, mais aussi pour éviter les complications, quoique rares, chez l'enfant. Alors, quelles sont les perspectives en pédiatrie pour la vaccination? L'épidémiologie, nous avons beau répéter que les formes sont asymptomatiques, post-symptomatiques chez l'enfant. Nous avons dit qu'il y a très faible risque de mortalité chez l'enfant et l'incidence elle est faible. Et il y avait un grand débat, une grande discussion sur le rôle de l'enfant dans la transmission, dans la dynamique de l'épidémie. À un certain moment, on s'est dit, ils ne sont pour rien. À un certain moment, on s'est dit, oui, il faut enfermer les écoles, etc. Maintenant, il est bien établi que les enfants ont un rôle dans la transmission du virus. Cette possibilité de contrôle de la circulation virale, pourquoi il faut débattre la vaccination des enfants contre la Covid? Parce que, comme vous allez le voir, si on vaccine que les adultes, je vais vous expliquer ça, on ne va jamais rêver d'une immunité de groupe. Et puis, c'est pourquoi il faut aller réfléchir sur la vaccination des enfants. Si c'est maintenant, si c'est pour l'automne. Et puis, les essais précliniques. Vous avez vu tant d'essais que je vais projeter. Regardez, tant des essais qui ont été réalisés. En général, tous les essais, ils ont été faits au-delà de 18 ans. Donc, même l'enfant a été omis, d'accord, de ces essais cliniques. Alors, toujours quelle perspective en pédiatrie? Des vaccins pédiatriques, il en faut. Vaccins sûrs, efficaces pour interrompre la transmission du virus. Il faut vacciner les enfants pour protéger les sujets âgés ou les adultes vulnérables, ou même les enfants vulnérables. Et puis, les rapports risques-bénéfices, on va revenir toujours à cette notion de rapport bénéfice-risque et avoir des garanties, d'accord, qu'il n'y aura pas plus d'effets secondaires que d'avantages. Et puis, surtout, nous sommes des pédiatres qui vaccinent de façon régulière, donc il faut respecter les calendriers de la vaccination de routine. Toujours, il faut faire attention à la vaccination de routine. Heureusement qu'au Maroc, que très tôt, on a évité des dégâts. Parce que les gens qui étaient confinés, ils ont peur de ne pas aller au centre de santé, au cabinet, ils ont peur d'être contaminés, il y avait un problème de transport, tout a été chamboulé, et donc, heureusement qu'on a relancé ça, et les seules données que j'ai, ce sont les données de l'UNICEF, on a des données fonction de milieux urbains, les moins aisés, les plus aisés pour question de moyens, de sexe, etc. Mais je vous dis, pour ne pas trop vous surcharger l'esprit, c'est que le taux était d'abandon à l'époque, au début, de 11,7%. Ce sont les seules données officielles que j'ai. Je ne veux pas dire qu'il y a réellement plus ou moins, d'accord, ce qui est officiel. Je ne peux pas parler de ce qui n'est pas officiel. Et là, heureusement, grâce à la SOMIPEV, grâce à un Infovac, au ministère de la Santé, et à notre société de pédiatrie, nous avons pu finalement relancer les choses et éviter
de voir chuter une couverture vaccinale. Dans les quelques mois, si cette chute vaccinale était réelle, on verra des rougeoles, des méningites à pneumocoques, des coqueluches, etc., qui vont réémerger. D'accord? Alors, là, je passe très rapidement. Beaucoup de gens qui ont travaillé sur de la simulation des infections silencieuses chez l'enfant, qui va être un indicateur pour la vaccination. Qu'est-ce que je dirais? Les raisons de non-inclusion des enfants dans les études. Encore une fois, je me répète. Les chercheurs, les gens des labos, ils ont dit « Ah, les enfants, ils sont polysymptomatiques et encore souvent, d'accord, ils ont des formes, moins de formes graves. Et puis, à l'époque, on disait que l'enfant a un rôle mineur, il est souvent contaminé par l'adulte et lui, il contamine très peu. D'accord, il y avait beaucoup de discordance dans ces idées, dans leur rôle réel, d'accord, de l'enfant dans la dynamique de transmission de virus. Et puis, janvier-février, les Anglais, suivis par les Français, ils ont parlé de ce Kawasaki qui ressemble, d'accord, qui peut-être, on peut trouver une PCR positive, d'accord, il avait tout un bruit, mais après, bon, ça s'est calmé. Et puis, il y a quelques cas de Covid lent, comme chez l'adulte, qui va donner une drôle de sémiologie traînante, fatigante, d'accord, etc. Et là, les raisons d'être de l'immunisation pédiatrique. Pourquoi il faut batailler pour vacciner les enfants? Parce que, finalement, il y a quelques cas de Kawasaki-like et des Covid lents. Parce que les enfants, finalement, ils ont un rôle dans la transmission. Ils risquent d'infecter leurs parents, leurs enseignants et les sujets vulnérables dans leur entourage. Parce qu'on cherche l'immunité collective. On n'aura jamais cette immunité collective si on s'implique dans la vaccination des enfants. Le changement des souches, il faut que les gens soient habitués aux souches, aux variants. S'il y a un changement de souche, il y aura déjà les enfants seront habitués. Et puis toujours, nécessité, on cherche cette couverture élevée, je me répète, pour finalement aussi avoir cette immunité collective. Et puis, la vaccination pédiatrique, c'est un modèle. Ce n'est pas comme l'adulte. Et puis, d'accord, je vais revenir aussi à une autre notion, la propagation des mutations facilement chez les enfants. C'est bon. Mais il faut que tu mets le truc. Ah, mais je dois avancer en même temps, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et la vaccination obligatoire des enfants est très importante. Nous avons des structures qui marchent. Nous avons un bon programme d'immunisation sur lequel on peut se greffer facilement. Ce n'est pas comme les Français qui vaccinent dans leur cabinet. Ils ont eu beaucoup de difficultés à généraliser la vaccination. Et puis, enfin, la normalisation des activités. Vacciner les enfants, diminuer la transmission, les parents vont aller à leur travail, les enfants vont aller à l'école, il y a moins de soucis pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. Alors, et de là, les chercheurs commencent, qui s'intéressent aux enfants, à penser à développer des vaccins Covid-19 pédiatriques, d'accord? Et c'était essentiellement pour la phase 2, mais surtout pour la phase 3. Mais toujours avec l'arrière-pensée d'avoir, d'accord, être éthique, d'être méthodique, d'être transparent, d'accord, c'est très important. Il y a quelques articles, il n'y a pas beaucoup d'articles effectivement qui s'intéressent spécifiquement aux enfants. Là, ce sont de grands infectiologues pédiatres italiens, très joli article à lire, je vous conseille d'aller le chercher et le lire, mais tout le monde revient, si on veut un vaccin pour les enfants, il faut qu'il soit sécuritaire, il faut qu'il soit avec le balance bénéfice-risque, il faut qu'il soit positif. Au-delà des essais de la phase 3 pour les enfants, bien sûr, il faut discuter, il faut que ça soit optimisé, quelle est la durée de l'efficacité, la dose pédiatrique. Là, ce qu'on a pour le moment, c'est une dose adulte. Le calendrier, les rappels, est-ce qu'il y a utilité au nom du rappel? Maintenant, chez l'adulte, vous savez, il y a une grande discussion sur le rappel, on va revenir à ça. La notion d'immunité de groupe,
ça va apporter beaucoup de choses. La vaccination des enfants, ça va réussir cette immunité troupeau ou immunité de groupe. Quelle est la sécurité de ces vaccins à long terme chez les enfants? D'accord? Et puis, l'hésitation, heureusement que ce n'est pas un vrai problème chez nous, l'hésitation. Ce n'est pas comme les Français, ce n'est pas comme les autres. D'accord? Heureusement. Et donc, l'état d'avancement des essais cliniques chez les enfants et adolescents, il y a, jusqu'au début mai, il y a des essais en cours. Il y a 2 essais cliniques Pfizer, dont celui qu'a parlé au Stade Haïda, 2 essais cliniques Moderna, un essai clinique Johnson et un essai clinique d'AstraZeneca. Les données d'immunogénicité les plus cohérentes qui existent maintenant, ce sont les données de Pfizer. Excusez-moi de prononcer le nom de la bouche, je n'ai pas le choix, d'accord? Sur le plan éthique, je ne devrais pas le faire. Des jeunes adolescents qui ont été testés de 12 à 15 ans, ils ont étudié ça versus vaccination versus placebo, 2000 et quelques, il y avait une bonne tolérance. D'ailleurs, les vaccinologues te disent qu'à l'adolescence, le vaccin en général est bien toléré. C'est comme le vaccin contre l'hépatite B, c'est comme pour l'HPV, etc. Alors, donc finalement, il y a un certain nombre des essais. Pfizer, j'en ai parlé. Moderna, 3000 jeunes de 12 à 17 ans. Oxford, AstraZeneca, enfants de 6 à 17 ans. Et est-ce que vraiment ces vaccins auront l'éligibilité et seront permis à cette date-là? D'accord? On ne sait pas. Et il y a très peu d'enfants, moins de 5 ans, qui sont impliqués dans ces essais. Et souvent, ce sont des essais où il n'y a pas beaucoup, un nombre important d'enfants, ce qui reste un peu critiquable sur le plan de la puissance de l'étude, etc. Et sur le plan pratique, les gens, on va revenir à cette fameuse immunité troupeau ou groupe, d'accord? C'est que les gens, ils te disent, pour avoir une immunité de groupe, il faut vacciner les enfants et descendre à 3 ans. D'accord? Il y a certains qui commencent à stratifier, qui font des projets pour l'automne, pour la vaccination des enfants. Vous savez, ce que je suis en train de dire, ça peut changer le mois de juin, ça peut changer le mois de juillet, les choses vont très rapidement, beaucoup de choses qui ont été remises en cause, etc. Et donc, les moins de 2 ans, les bébés tout petits, ils ne transmettent pas, donc ça ne sert à rien de se casser la tête à penser à vacciner les tout petits, d'accord? Et voilà, on revient à cette immunité, cette fameuse immunité de groupe, immunité troupeau pour les Anglais. C'est pour, bien sûr, vous savez le principe, on a tant parlé, c'est pour vacciner, comme bleu, les gens qui vont rester, qui ne seront pas vaccinés. D'accord? Lorsqu'on atteint un taux très important, d'accord? Mais sachez une chose, il faut qu'on s'arrête là et qu'on s'explique entre nous. Pour avoir une immunité de groupe, il faut aller, c'est-à-dire ce fameux R0, d'accord? Qui devrait être moins de 1. Pour l'avoir moins de 1, il faut aller calculer à un moment X l'ensemble des vaccinés, les gens qui ont été infectés par le virus, donc qui ont une immunité par ADA, et même avec ça, on n'aura pas l'immunité de groupe. Parce qu'on a déjà, en plus, par rapport aux Français, aux Anglais, la population est jeune. Il faut aller vacciner les enfants. Et vous savez, si les enfants ne sont pas vaccinés, si les adultes ne sont pas vaccinés kulluhum, bien sûr, on va toujours rêver pour avoir cette immunité de groupe. Donc c'est très important. Il faut que la couverture vaccinale soit plus de 80%, d'accord, avec la vaccination d'une partie des enfants pour avoir, et on ne sait pas ce que ça va donner. Là, ce sont les hypothèses, qui sont les simulations, les modélisations mathématiques que font les gens. Est-ce que ça va se concrétiser? Parce que ce virus, je dis toujours, il faut rester modeste. C'est un virus qui nous réserve toujours des surprises et des choses qu'on ne domine pas assez. Alors, les vaccins contre la Covid confèrent-ils une protection collective? Les arguments indirects. On va aller vers les autres virus de maladies respiratoires, le virus de la rougeole. Vous
Vous savez, le virus de la rougeole, c'est un virus qui mute fréquemment, mais le vaccin reste stable, n'a pas changé, il n'y avait pas beaucoup de bruit. D'accord? Et la PCR, ça peut donner des signes indirects parce que les PCR qui deviennent négatives ou faiblement, ou s'ils sont positifs, ils sont faiblement positifs, et donc ça veut dire qu'il y a moins de contagiosité, d'accord? Et puis, les arguments directs, il y a les données issues de l'étude phase 3 pour Moderna, ils ont comparé les placebos et les vaccinés, il y a moins de PCR positifs dans le groupe vacciné par rapport au groupe non vacciné. Et puis, l'exemple de l'Angleterre. L'exemple de l'Angleterre, ils vaccinent les professionnels de santé pour protéger les soignants, mais aussi pour protéger leur famille. Nous, les soignants, lorsqu'on va chez nous, on transmet pas mal de cochonneries. D'accord? Et puis, on peut donner l'exemple d'Israël avec leur taux de couverture très important. Donc, l'existence de variants va nécessiter une couverture vaccinale élevée, mais ce n'est pas suffisant si on va laisser tomber les mesures restrictives. Je pense, alhamdoulilah, on fait un congrès, mais dans la règle de l'art. Et je félicite Mustafa Hida parce que les gens, ils sont avec la majorité sont vaccinés, et malgré qu'ils sont vaccinés, il y a l'espacement, il y a le masque, il y a. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci, Inch'Allah. Alors, revenons un peu en arrière. Il y a l'épidémiologiste scandinave, des pays scandinaves, Gallium, voilà, c'est pas, il faut laisser les gens laisser, d'accord, au début. Les personnes vulnérables, ils ont attrapé le virus, il y avait un taux de mortalité très élevé, d'accord, chez la population vulnérable. Et donc, immunité collective, en l'absence de vaccin, nous sommes convaincus qu'on a dans la salle que c'est une approche irresponsable. Ça, c'est dans les pays scandinaves au début. D'accord? Et puis, il y a toujours, vous avez constaté, s'il n'y a pas de vaccination, il y aura des épidémies vagues. Vague 1, vague 2, vague 3, etc. Et donc, il y aura émergence d'un état d'immunité, mais ça va être un état fragile et transitoire. Et donc, il n'y aura jamais d'immunité collective durable parce qu'il y aura toujours des vagues ultérieures. C'est pourquoi il faut vacciner plus les mesures restrictives au début. J'aime bien ce tableau. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, donner comme leçon? Toujours avec ce virus qu'on ne connaît pas, l'immunité du groupe, à part quel taux, on ne sait pas très bien. Il y a des modélisations mathématiques, il y a des simulations qui étudient la 75%, 80%, 85%, etc. Et aussi la durée de l'immunité. D'accord? Combien ça va durer? C'est vrai, les données qu'on a, c'est pour l'infection naturelle, c'est 6 à 8 mois. Et pour le vaccin, avec l'ARN messager, on dit 9 à 12 mois. D'ailleurs, une fois qu'il se confirme, fonction de la réalité de tout ça, il y aura une prise de décision pour le rappel le mois d'automne. D'accord? Vous savez que ce n'est pas évident. Et puis, on est en train de connaître l'inconnu, je suis à step by step. Regardez, on espère qu'on aura ça en vaccine, et il y aura une protection à long terme. Beaucoup de gens doutent. Très probablement, ça va tomber. Et déjà, par exemple, Pfizer, il te dit attention, il faut qu'on se prépare pour un rappel. Est-ce que tout ça, c'est de tapage des labos ou vraiment c'est une réalité? On verra. Et puis, les sujets âgés, aussi bien pour la grippe que pour la Covid, les sujets âgés, en général, ne répondent pas très bien à ce type de vaccination. D'accord? Voilà. Alors, les problèmes susceptibles de compromettre les capacités des vaccins. Il ne suffit pas d'avoir des vaccins disponibles. On a rêvé d'avoir des vaccins contre le Covid. On était surpris qu'ils
qui sont venus très rapidement, parce qu'un certain moment on nous a dit ça va être un peu après. On avait enfin, nous avons les vaccins, mais avoir un vaccin disponible, ça ne veut pas être garantie de la disparition de l'épidémie. Parce qu'il y a ce concept d'hésitation vaccinale, heureusement rare chez nous, ne sont pas assez contaminés par les Français et les autres, les champions de l'hésitation vaccinale. Il y a les inégalités d'accès, les pays sud-sud et les pays de nord, etc. Nous n'avons pas le même accès. D'accord, alhamdoulilah, le Maghreb, ça a été dit par Oustad Hida tout à l'heure dans la conférence inaugurale. D'accord, il y avait une bonne politique qui a permis le Maroc parmi les pays les mieux vaccinés en Afrique. D'accord, il faut bien le souligner et valoriser tout ça. Et puis, ces inégalités, donc il y a un problème d'accessibilité au vaccin. Et puis, les systèmes de santé qui peuvent parfois déborder. Parfois, d'accord, ça pose des soucis. Et on va vers une vaccination de masse pour contrôler l'épidémie. Pour contrôler l'épidémie, il y a un certain nombre de choses qui restent un petit peu de nous poser des soucis. La sécurité, les gens parlent d'effets secondaires. Je vais parler un petit peu de l'anaphylaxie. Les gens posent des questions d'efficacité. Donner un vaccin, on cherche bien sûr l'efficacité, on cherche l'immunogénicité, on cherche la sécurité. C'est normal. Un vaccin est un médicament, on le donne, mais il y a un risque d'effet secondaire. D'accord ? On ne peut pas dire qu'un vaccin n'a jamais d'effet secondaire. Il faut être clair avec les patients. Et puis, les mutations. On va en discuter parce que je sais que ça, les collègues, j'ai vu les questions qu'on a entre nous, avec les collègues, ils posent beaucoup de questions sur les variants. Et puis surtout, ces dynamiques de transmission. Il y a encore des inconnus pour ce problème de transmission. Alors, l'émergence de nouvelles souches de SARS-CoV-2, qu'est-ce que ça signifie? Bon, le Covid, vous avez toujours vu cette belle image qui contredit avec la méchanceté de ce vilain virus, mais c'est le récepteur AC2. صورتها لكم هنا بحال القفل الساروت والقفل يعني توجور ما حتى يكون ان فاريون ما حتى تكون ديك الساروت تدخل مزيان الريسبتور ما حد ليا لاغريسيفيتي ما حد ليا بلوس دو فورم غراف داكور بحال القفل اكزاكتومون عزيز tout à fait et là c'est une situation épidémiologique où il y a émergence de nombreux variants. Nous avons parlé de variants britanniques, sud-africains, brésiliens, et puis celui de l'Inde qui fait beaucoup de ravages, malheureusement, ces derniers jours. Et c'est un virus qui a un tropisme respiratoire. Et les virus à tropisme respiratoire, ils sont connus par leur mutation. Ça, c'est classique. Les virus à tropisme respiratoire, ils mutent facilement. Et puis, la protéine de pointe ou spike, l'essentiel, la base de la fabrication des vaccins. Où il y a les d'accord, pour se pointer là, les sources, d'accord. Et cette protéine spike, il est responsable, lorsqu'il mute, il est responsable de charge virale plus élevée. Et des charges virales plus élevées, une transmissibilité plus importante et une gravité plus néfaste. Et puis l'échappement, ce phénomène d'échappement à l'immunité acquise, je vais vous l'expliquer. Ça va concerner, attention, aussi bien la maladie que la vaccination. D'accord ? Et là, je ne sais pas pour vous faire peur, mais la vaccination peut aussi entraîner un phénomène d'échappement lorsqu'on ne fait que vacciner, on ne contrôle pas avec des mesures restrictives. Les mesures restrictives vont permettre de diminuer la transmission virale, et donc il y a moins de virus, et donc il y a moins de mutations. Et puis, le rôle de la pression de la sélection vaccinale, j'en ai parlé, et toujours, message clé que je répète dans tout mon exposé, vaccination oui, mais toujours les mesures restrictives associées. Alors, suivez-moi tranquillement, regardez, ça c'est toujours le Covid, voilà, il va muter, il y aura
Malheureusement, il y a un problème de couleur, c'est Mustafa. D'accord. Ouais. Alors, voilà. Lorsqu'il y a mutation, il y aura une lésion très forte au niveau du récepteur AC2. D'accord. Ça va générer une transmissibilité plus élevée, une agressivité plus redoutable. D'accord. Et puis, vous aurez deux phénomènes. Soit ces mutants-là vont échapper à la neutralisation des anticorps produits par les vaccins. Première situation. Deuxième situation, il y aura un échappement au système immunitaire. Regardez. Donc, il y aura cet échappement au système immunitaire, un échec des cellules T cytotoxiques à reconnaître les cellules infectées par de nouvelles variants. D'accord? Et l'autre possibilité, il n'y aura pas de libération par les cellules B de neutralisation efficace contre les nouvelles variants. Donc, il y aura un problème de cytotoxicité et un problème d'anticorps neutralisants. D'accord? Et tout ça va entraîner une forte liaison, comme vous l'avez constaté là-bas, avec le récepteur AC2 et échappement immunitaire. Tout ça va provoquer plus d'infections et de dommages. D'accord? Donc, voilà un peu la physiopathogénie de tout ça. Risque d'échappement d'un variant au vaccin. Là, vous avez la possibilité d'échappement. Il a dit comme on a de l'échelle verticale 0 tel 1, d'accord, où on a le temps, on a en mois. Regardez, le nombre de cas par jour, les couleurs. Si le nombre de cas est très important par jour, donc il y aura plus de risque d'échappement. C'est tout à fait normal. D'accord? Et un peu plus simplifié, d'accord, le SARS-CoV-2 peut échapper à l'immunité. Comment? En décembre 2019, il y avait ce virus. Et puis avec le confinement, avec un certain nombre de choses, on se dit peut-être, avec l'immunité naturelle, on a pu contenir le virus. Après, il y avait un phénomène d'échappement. Et puis après, avec la vaccination, est-ce que vraiment avec la vaccination, on va prévenir l'échappement? Déjà, beaucoup de publications, d'accord, qui disent que peut-être il y aura un échappement avec aussi la vaccination, lorsqu'encore une fois, les mesures restrictives ne sont pas bien respectées. Voilà. Les inquiétudes concernant l'évolution de SARS-CoV-2 ne devraient pas freiner les efforts d'expansion de la vaccination. Malgré tout ça, d'accord, la vaccination est un moyen, d'accord, de chaîne de prévention. C'est important. Et donc, lorsqu'on vaccine, d'accord, contre le virus sauvage, d'accord, il y aura le variant de la vaccination. Voilà. En B, avec l'immunité naturelle résiduelle et la vaccination, on va diminuer l'incidence, d'accord, et la prévalence des variants. Et dans 3 étapes en C, si on s'amuse à donner des moitiés doses ou à faire de l'économie sur la dose, on va, d'accord, augmenter la puissance de la sélection. Alors qu'à pleine dose, on va diminuer l'abondance virale. Donc, pas d'économie sur la dose. Efficacité des vaccins et mutation de virus. Les données fournies par l'IFERM sont rassurantes ou discordantes. Il y en a des gens qui ont des données sont nommées. Il y a certains vaccins où tu ne trouves pas de données. D'accord? Possibilité de modifier en quelques semaines leurs vaccins. Ce que disent les firmes pharmaceutiques, disent qu'ils sont capables d'adapter leurs vaccins rapidement. Et puis, les essais sont démarrés avec ces vaccins spécifiquement adaptés aux variants. Et la fabrication. D'abord, qu'est-ce qu'ils font la fabrication avec cette notion d'abord les variants? Ils gardent les mêmes plateformes de fabrication. D'accord? Mais c'est juste l'antigène qui va changer. Alors, l'émergence de nouvelles souches, qu'est-ce que cela signifie pour les vaccins? Regardez, si on prend, par exemple, sur le variant anglais, il est très faible. Hein, ça ne pose pas de souci. Mais si on prend celui de l'Afrique du Sud, pour l'AstraZeneca,
c'est vraiment l'efficacité, elle est très basse. D'accord? On n'a aucune idée sur le brésilien ou sur le virus, le variant de l'Inde. Donc l'AstraZeneca, il réserve l'efficacité de 60% sur le vaccin, sur le variant britannique, mais sur l'Afrique du Sud, c'est vraiment zéro. Et les autres, on n'a pas assez de données. C'est la même chose que j'ai présenté. AstraZeneca, regardez, sur le classique, 62 à 90%, l'anglais, 71%, l'Afrique du Sud, ça chute, et le brésilien, il n'y a pas de données. Et tout ça, ça change avec le temps. Maintenant, pour aller vite, lorsqu'on a commencé à vacciner les gens, beaucoup de gens tenaient, encore une fois, conclure rapidement à des allergies et privent les gens des vaccins. Donc, sur le plan pratique, l'histoire de l'allergie est de façon très claire. Lorsque vous avez l'allergie suspecte au vaccin ou l'un des composants, il faut faire une évaluation de l'allergie, il faut voir un allergologue. Lorsqu'il y a, la condition n'est pas liée, d'accord, lorsque vous avez une allergie à autre chose qui n'a rien à voir avec le vaccin, il faut donc pas d'évaluation de l'allergie, il faut vacciner, pas de souci. D'accord? Ça, c'est la recommandation de la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique, mais ça rejoint les données de façon globale. Et là aussi, c'est un très bon article sur l'anaphylaxie. D'accord? Il vous fait le misane, il te fait le misane, les inconvénients. Est-ce que vous voulez, d'accord, moins de Covid, vous voulez, d'accord, moins de vaccination et plus d'hospitalisation Covid, plus de décès de Covid, ou là, vous voulez plus d'anaphylaxie, ou plus d'anaphylaxie pour l'hospitalisation, ou plus de décès par l'anaphylaxie. Et donc, vraiment, bien sûr, c'est la vaccination. Bien sûr, il faut privilégier la vaccination. D'ailleurs, l'indice de 0,8% comme chiffre à ne pas dépasser. Je passe très rapidement. Dans les pays, nous sommes trop branchés sur ce qui se passe en France. Vous voyez les plateaux télé, les gens qui parlent à droite, à gauche. Il y avait ce problème d'hésitation. Il y avait ce problème de thrombose avec AstraZeneca. D'accord? Moi, je vous dirais une chose. Et c'est un exemple que je donne et je ne commente pas. La pilule, le reste thrombogène avec la pilule shal. Qu'est-ce que shal, c'est borro? Shal 50%, 70%. Hein? 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 Shal? Hein? Hein? C'est la pilule augmente le reste thrombogène de 50%, de 50 fois. 50 fois par rapport au sujet, d'accord? Voilà. Et alors, d'accord, donc, voilà, on ne parle pas, mais lorsqu'on veut vraiment démolir un vaccin, on peut le démolir facilement. Donc, les Français sont champions dans tout ce qui est hésitation vaccinale. Et puis, les réseaux sociaux, je passe très rapidement, ça vous l'avez vécu. Il suffit d'envoyer un truc, malheureusement, nous les médecins, tu connais un truc qui n'est pas exact, ou on continue à l'envoyer. Nous, d'abord, la meilleure façon de diffuser une désinformation, il y a de continuer à la diffuser. WhatsApp, c'est facile, les réseaux sociaux, etc. Tac-tac ou la TikTok ou la HADA, donc vous avez, je passe sur ça, d'accord? Et puis, là aussi, je passe sur les réseaux sociaux, tout ça, vous les connaissez pour ne pas prendre beaucoup de temps. Pour vous dire, les principales plateformes et entreprises impliquées dans le développement des vaccins, qui m'a dit, vous êtes conflit exposé, qu'il y a l'ADN, l'ARN, qu'il y a l'adénovirus, etc. On a travaillé beaucoup avec Sinopharm ou l'AstraZeneca. Et un vaccin idéal, c'est quoi? Un vaccin idéal, c'est lui qui va activer le système immunitaire, l'augmentation de la cytotoxicité et la production des anticorps neutralisants. Et puis, il faut une éviction des réponses immunitaires pathologiques qui restent d'être nocives, d'accord, pour l'organisme. Et donc, je pense que le vaccin AstraZeneca est idéal pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires aux ressources limitées. Parce que les conditions de stockage, d'accord,
les conditions de stockage. Moi, j'ai à la fac 3 congélateurs, moins 40, moins 80. Mais est-ce que Ben Gurir est lent, est-ce que Zagora est lent, est-ce que Smito? Donc, la chaîne de froid. Et d'ailleurs, Pfizer, pour l'automne, ils sont en train de réfléchir à changer cette manière de conserver le vaccin. Et l'efficacité. Je pense que c'est sûr que AstraZeneca, c'est la réalité, il est un peu moins efficace que Pfizer, hein, mais il atteint le facteur coût, on est gagnant. Et tout ça, ça se discute. Et puis, les vaccins Covid en Chine sont mondiaux, il y a 5 vaccins, d'accord. Et puis, on a les تجرب في الإمارات, في البيرو, d'accord, في الأردن, مصر, d'accord, au Maghreb, ou Sinopharm que vous connaissez. Il faut voir que Sinopharm a été essayé dans 12 pays et les données sont un peu disparates. Il y a quelques données issues de... On n'a pas vraiment fait un PubMed ou Sinopharm ou les données. Vraiment, c'est ça, c'est un peu embêtant. Et puis, je ne parle pas de la femme enceinte, mais comme on est intéressé par les bébés, d'accord, ça c'est un travail, et Jatman Israël, les filles, ils ont essayé de vacciner quelques femmes allaitantes parce qu'ils ont des soucis, avec consentement. Ils ont dosé les IgA et les IgG, ils ont prouvé que ça passe dans le lait maternel. Le seul problème, qu'ils n'ont pas fait de PCR ni rien du tout. D'accord, ça s'agit juste pour votre... Il y a très peu de données sur la femme enceinte, sur la femme allaitante. D'accord. Et puis, pour terminer, il faut que je vous dise que les questions qui restent posées, l'enfant, c'est qu'il y a un problème d'efficacité dans les sous-groupes. Qu'en est-il chez l'adolescent? Qu'en est-il chez la femme enceinte? D'accord? L'efficacité contre les variants. Beaucoup de choses que j'ai exposées maintenant qui restent de changer le mois de juin. La durée de protection. On parle d'abord de 9 à 12 mois pour Pfizer. Moi, je n'ai pas trouvé de données pour AstraZeneca. D'accord? Et puis, ce phénomène d'acceptabilité. Je pense en général, on n'a pas beaucoup de soucis pour vacciner. La protection de portage, qu'en est-il? L'efficacité sur le portage, ça reste posé. La sécurité à long terme, c'est très important. Je ne parle pas de la durée de protection, mais plus de la sécurité à long terme. Qu'est-ce que ça va donner? Et puis, la vaccination des enfants. Pour revenir aux enfants, je suis avec les enfants, mais j'étais obligé de parler des variants, j'étais obligé parce que c'est l'actualité, d'accord? Pour aller discuter la vaccination des enfants, il faut se réveiller très tôt pour démontrer qu'il y a de la balance bénéfice-risque chez l'enfant. L'enfant a des formes polysymptomatiques, il y a peu de formes graves, il n'y a même pas de décès, etc. Pourquoi je vais l'embêter? D'accord, hein? Nous, les pédiatres, on peut se poser nous aussi cette question. Le contexte épidémiologique. Je pense que s'il y a une vaccination pour les enfants, il va se projeter vers l'automne, dans les pays développés, au moins. Et là, il faut voir à ce moment-là quelle est la couverture vaccinale chez l'adulte, parce que pour atteindre cette fameuse immunité de groupe, il faut vacciner correctement les adultes, mais il faut vacciner aussi une partie des enfants pour avoir cette immunité de groupe. Et puis, l'acceptabilité. Les gens disent oui, mais le bénéfice individuel, il est faible chez l'enfant. Je viens de dire qu'il est post-asymptomatique, qu'il y a moins de formes graves, moins de décès, etc. Les Anglais, ils ont une belle expérience avec la grippe. Vous savez que les Anglais, ils vaccinent très bien les enfants contre la grippe et ça marche. Ils ont une bonne communication, un bon programme de santé publique que tu connais très probablement, Aziz, d'accord? Et ils ont un programme de communication avec les parents, mais aussi avec les enfants. Il y a des supports pour les enfants, d'accord, pour les convaincre, d'accord? Et cette communication ciblée est très importante pour réussir tout programme de vaccination. La quantité de produits administrés. C'est pourquoi les gens sont en train de travailler sur d'autres vaccins, d'accord? Et il faut des doses pédiatriques.
pour le moment, les essais cliniques, les d'abord pour le moment avec des doses adultes. Et puis enfin, le type de vaccin. L'automne, les gens ont de nouveaux vaccins, des vaccins adaptés aux variants. D'accord? Et on est en train de parler des vaccins de deuxième génération. Pour l'automne, ce qui est projeté, c'est des vaccins de deuxième génération qui vont tenir compte des différentes variants. Et on ne sait pas est-ce qu'il y aura d'autres surprises ou non. Mais espérons qu'on va passer le cap. Et finalement, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Pour ne pas vous perdre votre soirée aujourd'hui, je viens d'avoir hier les recommandations américaines de l'American Academy de Pédiatrie. Haché Goulou. Le comité de maladies infectieuses dit que la vaccination est recommandée chez les enfants plus de 2 ans qui n'ont pas de contre-indication, essentiellement l'anaphylaxie, etc. Tout vaccin autorisé par la FDA, recommandé par CDC, et approprié en fonction de l'âge et de l'état de santé. Je rapporte fidèlement, j'ai traduit fidèlement, d'accord, ce qu'ils ont écrit. Et ils sont pour une co-administration de la vaccination systématique avec les vaccins Covid-19. D'accord? Voilà les dernières recommandations des Américains. Et même pour l'automne, les gens déjà ils imaginent des scénarios entre la vaccination entre Covid et la grippe. Soit les espacer d'1 à 2 semaines, soit vacciner en même temps, d'accord, en 2 points séparés. Et ma dernière plaque, Monsieur le Président, c'est qu'il est important de faire progresser les vaccins anti-Covid chez les enfants. Rôle dans la transmission. On s'est dit que maintenant, on peut dire que les enfants jouent un rôle dans la dynamique de transmission. Qu'il y a des bénéfices directs pour l'enfant, quoique les gens te disent que ce n'est pas tellement important, mais le rôle qu'ils vont jouer dans cette fameuse immunité collective. La sous-estimation de fardeau réel. Il y a beaucoup de formes silencieuses chez l'enfant. Les considérations relatives aux essais cliniques de vaccins, avec tous les problèmes d'éthique, d'accord, de transparence, de méthode que ça peut poser chez l'enfant. J'ai dit au début, pour le moment, même les travaux qui sont les essais, les canines, le nombre de fonds n'est pas très important, ce qui diminue la puissance de ces études. Et puis, les enfants, c'est une population ciblée idéale pour la vaccination. La pédiatrie, les programmes de vaccination marchent, les structures sont installées, il y a une machine qui est rodée, ça ne pose pas de souci, et les gens, ils voient un peu loin, Baïd, comment intégrer ces vaccins anti-Covid dans les programmes de vaccination de routine. Avec quoi? Avec la rubiole. Regardez comment la rubiole, en vaccinant les enfants, on a peu, d'accord, éradiquer, lutter contre la rubiole. Et donc, dernière idée, les vaccins et la canaux des vaccins, ils doivent être adaptés à l'évolution mondiale et à l'émergence des nouveaux variants. Bien sûr, encore une fois, sans oublier les mesures restrictives. Et nous aurons des vaccins de 2e génération plus efficaces vers l'automne qui tient compte de ces variants. Voilà, la connaissance des maladies infectieuses, d'accord, enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace. Solidaires parce que la contagion ne vient le plus souvent de nos semblables. Je vous remercie de m'avoir toléré. Merci beaucoup, C. Mohamed, pour cette excellente conférence, riche de renseignements, d'informations, très actualisée. Tu nous as fait une revue de la littérature. Moi, j'étais en train de voir la bibliographie Kulla 2021. Donc, bravo, félicitations. C'est logique qu'il soit 2021. Ah oui. C'est un travail. Merci beaucoup. Je crois donc pour l'assistance, sûrement il y a des questions. Donc, on va prendre quand même une dizaine de minutes parce que c'est très intéressant.
pour voir est-ce qu'on est convaincu de ce que nous a dit C. Mohamed pour la vaccination de l'enfant. Et ouais, on commence par C. Khalid. Merci, Monsieur le Président, et merci de nous faire rêver, de nous faire retrouver dans cet endroit magnifique. Je vous félicite, c'est vraiment magnifique et c'est bravo à toute l'équipe. Si Bouskaraoui, on t'adore les webinars, mais là tu as fait très fort. Hein. Franchement, merci beaucoup. C'est une excellente présentation, on a appris beaucoup de choses. Merci. J'ai des interrogations qui sont un peu d'ordre, on va dire un peu philosophiques et par rapport à d'orientation. La première chose, c'est que on sait que ce qui nous inquiète dans la Covid, c'est les formes graves. Et donc tous les fabricants de vaccins nous disent, vrai ou pas vrai, que tous les vaccins protègent de façon très significative contre les formes graves. Donc du coup, du moment où on va quelque part être protégé contre ces formes graves, est-ce que l'enfant qui ne pose pas de problème et que la vaccination pour l'enfant, pour le protéger lui-même, n'est pas à l'ordre du jour, c'est surtout pour protéger les autres et pour arriver à cette immunité collective. Et à la rigueur, la recherche de l'immunité collective, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Parce que si on arrive à éviter les formes graves, ça devient une maladie bénigne. Quelqu'un va être malade quelques jours et après, il n'y a pas de forme grave, il n'y a pas de réanimation. Donc c'est ça ma première question. Là, je te réponds parce que oui. J'ai un problème de mémoire. Donc, post-Covid. Non, tu touches... je partage avec toi ta réflexion et je pense que vacciner, oui, mais il y a même des gens qui ont fait des Covid après la vaccination, mais logiquement, ça ne devrait pas être grave. D'accord? Normalement, on a tous appris que la vaccination, ça devrait au moins faire disparaître les formes graves, mais n'empêche pas à 100% de faire Covid, parce qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%. Moi, je partage avec toi ta réflexion. Et la deuxième chose, c'est juste une information, c'est qu'effectivement, il y a les États-Unis qui autorisent la vaccination à partir de 12 ans. Il y a aussi le Canada qui a autorisé la vaccination à partir de 12 ans. C'est une réflexion qui est soumise à la salle. Et tu l'as très bien mentionné dans ton exposé, c'est que c'est toujours balance bénéfice-risque. C'est toujours bénéfice-risque. Et parfois, même nous, dans notre pratique quotidienne, c'est une balance bénéfice-risque personnalisée. Et on peut toujours aussi penser par rapport à ce vaccin Covid chez l'enfant, de faire par rapport à ce qui est fait, par exemple dans les familles où il y a un enfant qui est atteint de cancer, on les vaccine contre la grippe parce qu'il a la chimiothérapie, peut-être réfléchir à ce que la vaccination de l'enfant soit une vaccination, on va dire, indiquée au cas par cas, dans certaines conditions. Voilà, c'est juste, je voulais partager avec vous cette réflexion. Oui, tout à fait. La vaccination des enfants au début, on s'est dit qu'il faut arrêter l'AMM, etc. à 18 ans. Après, les gens disaient peut-être les terrains vulnérables, il faut réfléchir au cas par cas. Maintenant, le programme français et d'autres pays européens sont en train de réfléchir sur une stratification des âges qui m'aideront comme ils l'ont fait pour les adultes, de descendre tranche par tranche, d'accord, 7 ans, puis 5 ans, puis 3 ans. Et puis surtout, ils ont bien montré avec des modélisations mathématiques et des exercices de simulation que pour avoir cette fameuse immunité de groupe, encore une fois, il faut bien vacciner les adultes et il faut descendre jusqu'à 3 ans. Chacun il peut sur sa population faire ça, voir le pourcentage des jeunes, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça ne sert à rien de s'exciter sur les moins de 3 ans parce qu'ils sont moins transmissibles pour le virus. Professeur Raimi. Merci, M. Hida. Donc, je rejoins la remarque par rapport à l'excellence de cette présentation. Et donc, on ne doit pas être étonné outre mesure par rapport au peu d'écrits sur la vaccination de l'enfant. Moi, je pense que dans tous les domaines, pas que dans la vaccination, l'expérience ou l'expertise pour certains médicaments
on ne trouve pas beaucoup d'écrits sur l'enfant. Il y a beaucoup de orf, quand on prescrit, etc., c'est par rapport aux experts, aux comités, etc. Donc, et beaucoup de médicaments qu'on utilise en pédiatrie qui n'ont pas l'AMM chez l'enfant et que, justement, du fait de ce manque d'expérience qu'on fait ou qu'on ne fait pas chez l'enfant. D'accord? Moi, je pense que ça, c'est la première idée. Deuxième idée, pour une fois... Et si tu permets, oui. Notre président de pédiatrie, c'est pourquoi ils vont batailler pour les médicaments orphelins, pour les médicaments qui ne sont pas rentables pour le laboratoire, etc. Et ça, moi, je salue cette initiative, d'accord, qu'ils sont en train de mener, parce qu'on a des soucis dans certaines situations, parce que c'est pas rentable pour le labo, ça y est, on s'implique pas. Oui, absolument. Alors, un peu dans le même ordre d'idée, c'est par rapport à, pour une fois que l'enfant, concernant la vaccination, on va regarder les autres. Qu'est-ce qui s'est passé chez l'adulte? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a réellement une immunité? Est-ce qu'il y a un recul, etc., avant de pouvoir vacciner les enfants? Je pense qu'il faut attendre. D'accord? Vu l'expérience de chacun de nous pendant cette période de Covid, on a tous eu des cas. Chacun, comment il a géré certains, ils n'ont pas été séparés de leur maman. En tout cas, les enfants que j'ai eus, moi, des malades qui avaient des problèmes d'hépato, etc., les mamans, elles voulaient absolument rester avec leurs enfants. Il n'y avait pas eu de contamination directe, il n'y avait pas, les PCR ont été faites chez les mamans et sont restées négatives. Moi, c'est ma propre expérience. D'accord, ça n'engage que ce que j'ai vécu, mais je ne sais pas ce qu'il en est par rapport aux collègues. Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est une maladie nouvelle. C'est une maladie nouvelle. Il faut de recul. Comme je l'ai dit au début, beaucoup de gens qui se sont exprimés dans les plateaux télé et d'autres, qu'on aura l'immunité de groupe le mois de mai, etc. D'accord? Moi, je pense qu'il faut rester modeste. Les choses peuvent changer chaque mois. Et l'intimna Allah wa qu'on khorjou min hadi al-ja'iha bi salam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est Aziz Barqiya. Merci, notre ami professeur Hida et l'amicale de Fès, pour nous avoir fait sortir de la cage. De Rabat. Voilà, donc de la cage du fait que ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas assisté à une conférence comme ça en présentiel. Je voudrais également remercier notre ami professeur Bouskraoui pour son excellence. C'est connu comme d'habitude. Moi, je voudrais dire que le débat sur la vaccination de l'enfant, jusqu'à maintenant, n'est pas à l'ordre du jour. Bon, il n'est pas à l'ordre du jour du fait qu'en santé publique, il faut faire bien des priorités. Et les pays du monde entier ont commencé par faire ces priorités, et donc ont commencé à vacciner la population vulnérable, les personnes âgées, etc. Bon, il y a... Si tu permets, les gens sont en train de se projeter pour l'automne. Oui. Les gens sont en train de faire des scénarios. Oui. Parce que, même le recul, on vient de le dire avec notre collègue, même Pfizer, où il y a plus de données, on ne sait pas, est-ce que l'immunité va durer 9 mois? Est-ce que ça va être en 9-12 mois? Est-ce que ça va être au 12 mois? Et fonction de la maîtrise de ces données, on verra est-ce que le rappel avec des vaccins de 2e génération sera projeté le mois d'automne et comment pour avoir cette immunité de groupe, est-ce qu'il est nécessaire de passer au mail stratifie. La France, bientôt, ils vont vacciner tout le monde, tous les âges, la pédiatrie. Et puis, ils prévoient des scénarios pour les enfants. Oui. Bon, je voulais dire, il y a juste 3 ou 4 jours, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel pour que les pays ne pensent pas maintenant à l'enfant, beaucoup plus pour faire, c'est-à-dire des dons de vaccins aux pays qui ont besoin de ce vaccin. Et donc, c'est pourquoi je dis que jusqu'à maintenant, le débat concernant la vaccination de l'enfant n'est pas à l'ordre du jour, mais comme nous sommes dans un congrès scientifique, donc c'est la société savante, ce que je voudrais dire, quelles, disons, recommandations
peut-on faire à partir de ce congrès, à notre comité scientifique, au pouvoir public, au ministère de la Santé, pour justement se préparer à vacciner, bien sûr, les enfants et avoir le plus tôt possible cette immunité de groupe. Aziz, merci pour ta réflexion. Moi, je te dirais que déjà, j'ai bien dit que vaccin disponible, ça ne veut pas dire que accessible pour tout le monde. De cette notion de COVAX que tu connais bien. Et maintenant, la France a eu l'AstraZeneca les mabauches. D'accord. Donc, il y a cette année, échange nord, sud, sud, machin, smati. Donc là, c'est, je vais vous dire qu'il y a de l'égoïsme à travers le monde. Donc, il y a toute une discussion concernant les inégalités, l'accès aux soins. Ça, c'est un débat un petit peu, d'accord. Mais là, je pense que il faut qu'on débatte de la question. C'est important. Alors, recommander au comité scientifique, moi je dirais d'emblée, ils sont partis un peu parce qu'ils n'ont pas mis de pédiatre avec eux. C'est juste pour parler de protocole pédiatrique, mais l'enfant il est très secondaire, donc ils vont se rendre compte avec le temps que l'enfant est un élément important de la chaîne aussi. C'est une recommandation, oui. C'est noté. Monsieur Bouskraoui, je tiens à vous remercier pour cette présentation. Elle était vraiment excellente, très bien. L'action du vaccin sur le portage chronique et sur le portage prolongé des personnes qui sont vaccinées. Actuellement, on assiste aux États-Unis qu'ils commencent à abandonner même les masques. Avec le nombre qu'ils ont obtenu de personnes vaccinées, est-ce qu'on est en droit d'autoriser d'abandonner les mesures distancielles et la vaccination, tout en sachant que jusqu'à présent, qu'on n'est pas très bien. Chez le comité scientifique. On ne connaît pas bien l'action du vaccin, les différents vaccins sur le portage. Écoute, cher ami, pendant longtemps, au début de la vaccination, on a bien dit que avoir un vaccin efficace, c'est pour protéger contre les formes graves et ce n'est pas obligatoirement qu'il va diminuer le portage. Je suis avec le temps, les gens remarquent à travers les travaux qui sont publiés qu'il y a moins de PCR positifs il y a plus de PCR négatifs chez les vaccinés dans les travaux prospectifs. Et lorsque ces PCR même positifs chez les vaccinés, la charge virale elle est très faible, donc il est moins contagieuse. Et je pense que de là, les Américains sont partis sur cette idée pour un petit peu diminuer des moyens, d'accord, de tout ce qui est masque et le reste. Mais tout ça, c'est à prendre avec précaution. Moi, je pense que tout ça, il faut le prendre avec précaution. C'est Hassan. Si Bouskraoui, je voudrais te remercier pour cette excellente présentation. Donc, je te félicite et je te félicite aussi pour l'ensemble de ton ouvrage et, comment on dit, l'ensemble de ta carrière durant le Covid, parce que tu as été d'un apport exceptionnel, extrêmement présent. D'ailleurs, tu as été à la base des protocoles que nous avons donnés au Conseil de l'Ordre au Maroc. La SOMIPEV donc nous avons été des transmetteurs plus que des participants, et franchement, je te remercie. Alors, et tu as dit plusieurs fois un mot qui est très important, la modestie. Je pense que tu as parfaitement raison. Et cette maladie nous a ramené à l'humilité qu'il faut avoir en médecine. C'est extrêmement important parce qu'on s'est tous plantés. Pas d'anti-inflammatoires, des anti-inflammatoires, les antiviraux, actuellement le remdesivir, etc. Et il paraît qu'il est très mutagène et qu'il a fait muter le virus dans pas mal de pays qui l'ont utilisé, alors qu'il vaut c'est très cher et ce n'est pas efficace en plus. Et puis, j'ai eu un ami qui a fait 2 vaccins, donc les 2 vaccins, et 21 jours plus tard, il a fait une forme grave de Covid. Et le président de l'OMS, il a dit ce que tu as dit, c'est-à-dire que si jamais ça n'évite pas, ça empêche de mourir, même quand on fait des formes graves. Mais il faut garder ses précautions. Je voudrais attirer l'attention par rapport à l'enfant, surtout
parce que nous voyons les femmes enceintes faire des formes graves actuellement. C'est une attention et c'est une alarme du monde entier. Attention à la femme enceinte, quand elle a le Covid, elle va directement en réanimation. Et la femme enceinte, elle est en présence de petits-enfants, qui sont ces enfants, c'est généralement des femmes jeunes, et qui font des formes sévères, et dont la transmission peut être pédiatrique. Donc, ne serait-ce que pour cela, je pense qu'il faut aller vers une vaccination des enfants. Et puis autre chose, ça c'est une question technique. On parle de mutations, de variants, etc. À quel moment on parle de nouvelles souches? Très mauvaise question. Non, mais pour le moment, tout simplement, c'est un virus qui mute, d'accord? Et c'est plus des variants. Il n'y a pas de nouvelles souches pour le moment. D'accord? En fait, c'est quand on change beaucoup, parce que... Là, parce qu'il y a les variants, il y a les lignées. Ça, c'est les virologues, ils connaissent ça très bien. La lignée virale auquel les variants. Et donc, pour le moment, nous n'avons que des variants. Voilà. C'est le truc à la Chine, et après qui a muté, et puis après, voilà. Merci beaucoup. C'est Marawi, et puis c'est Tahir. Merci Sibou Skraoui pour ta conférence. Sahida, merci pour ton invitation. Juste quelques éléments de réflexion. Je commencerai par ce qu'a dit c'est Hassan. C'est vrai que ce virus, je crois que le propre de la science, c'est l'humilité et c'est d'être très humble. Et ce virus nous a appris que tout ce qui a été par les experts, c'est des gens qui se trompent toujours. Je crois que on a au début dit que les asthmatiques allaient être à risque, les immunodéprimés, que finalement, donc on a vu que tout le monde a été épargné. Alors, de là, donc, la transition pour ta réflexion sur quelle population vacciner, est-ce que les immunodéprimés, on a vu que même les immunodéprimés étaient un peu épargnés. Je crois que là, c'est que... Alors, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Mohamed, c'est le Covid. On a encore des Kawasaki, des Kawasaki-Light, des syndromes inflammatoires qui arrivent dans le service. Je crois que c'est des post-répliques. Est-ce que cette population serait protégée par le vaccin? C'est une question qui risque d'être posée. Mais là, je crois que c'est trop tôt pour commencer à envisager des scénarios. Attendons de quoi sera fait l'automne et on verra. Donc peut-être qu'il y aura besoin de booster. On parle plus de booster que d'un rappel pour les personnes qui ont été vaccinées. On verra. Je crois que là, les hésitations s'imposent et je crois quelqu'un malin, celui qui peut répondre à cette question. Alors, là également, donc une population qui a été très marginalisée, un petit peu, c'est la population allergique. Je crois que là... si tu permets, Shafiq, ouais. Moi, ce que j'allais proposer aux collègues pour le réseau de SOMIPEV, que chacun dans son centre, même 2016 ou la 2015, on va voir les grandes catégories de pathologies, d'accord, qu'on va étudier, on verra vraiment où il y a une augmentation ou là. Parce que l'impression personnelle, la réalité des chiffres. D'accord? Donc, je prends note, Shafiq. D'accord? Tu es toujours raisonnable dans tes interventions. Je prends note et je te demanderai, avec ton équipe, de t'impliquer avec Sahida, j'ai vu les collègues d'autres villes qui sont sur le matin. Je vois que les gens de Jdaouach Kainin ou Lahda, de Casa, Marrakech. On va faire un truc en 2015. Les grandes catégories des pathologies intéressées, d'accord? Et on verra vraiment est-ce qu'il y a une augmentation ou là une diminution ou là. Et on projette ça dans la SOMIPEV. En tout cas, nous, on le sent. Mais tu as raison, il faut le démontrer. Alors, deuxième réflexion, donc, sur peut-être là, c'est pour les recommandations. Donc, beaucoup de gens, au début, il fallait juste qu'il ait une rhinite allergique. Il a été un peu exclu de la vaccination. Tout à fait. Par la suite, il y avait un bémol, ça a été un petit peu... dans le sens, même le comité scientifique s'est mal exprimé au début sur l'allergie au vaccin. Je t'explique. Donc il y a des gens qui ont des allergies à la pénicilline qui sont privés alors qu'il n'y a aucun rapport. Tout à fait. Un vaccin, c'est quoi? C'est un constituant.
c'est la fraction antigénique et puis parfois il y a des additifs et des contaminants. Tout à fait. Le Sinopharm, c'est un vaccin inactivé, il ne contient rien. On a vu un peu un comité les effets secondaires, il n'y avait aucun effet vraiment de vraie allergie. Le deuxième, il est le sorbitol ou le PEG, donc le Moderna. Le sorbitol, il existe dans énormément de médicaments et de vaccins. Le pneumocoque, le vaccin de la grippe. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, on exclut, alors que vraiment, c'est une attitude obsolète qu'il faudrait. Et même, quand bien même quelqu'un fasse une réaction à la première dose, il y a des protocoles qu'on appelle des protocoles d'accoutumance qu'on pourrait... C'est ce que j'ai mis. Ouais. J'ai mis qu'il faut voir avec l'allergologue parce qu'il y a une manière d'administrer progressivement les doses. Mais il n'y a pas d'allergologue Je dans partage toutes les... à 100% avec toi ta réflexion sur l'allergie. Mais il n'y a pas d'allergologue dans toutes les villes. Il faudrait que la recommandation vienne je sais pas, d'en haut. Il faudrait qu'ils comprennent que l'allergique, s'il ne fait pas une réaction en première date, il peut recevoir. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à professeur Tahir, je voudrais saisir cette occasion puisqu'on parle de ce virus qui nous cache beaucoup de surprises. Peut-être il va réagir, lui ou la... c'est une constatation qu'on avait fait en tant qu'endoscopiste ces derniers mois. Presque tous les enfants qui ont fait une endoscopie, ils ont une gastrite particulière. Je ne sais pas, ça n'a pas été décrit. C'est des gastrites, ce qu'on appelle en watermolo. C'est des érythèmes donc, qui vont vers le pylore. C'est les gastrites qu'on voit dans l'hypertension portale. C'est une constatation pour des symptômes qui n'ont rien à voir avec la Covid. Je ne sais pas, les endoscopistes qui sont là, est-ce qu'ils ont la même constatation? Je laisse Madame Monia. Donc c'est toujours pour vous dire que c'est un virus qui nous cache beaucoup de surprises. Tout à fait. Je donne la parole à avant cette ère, moi je pense que la réflexion c'est Chafer, il est à sa place. Attention, il ne faut pas conclure rapidement à des allergies au vaccin et priver, mâcher le vaccin anti-Covid, d'accord, et conclure facilement et priver l'enfant, d'accord, d'un moyen de prévention. Pardon, c'est elle. En fait, j'étais sur la même réflexion que mon ami Shafir sur la partie justement allergie, donc un aspect assez pointu de ta conférence, Mohamed, qui est excellente. Juste peut-être quelques compléments. Il y a effectivement, nous avons au Maroc le Sinopharm et l'AstraZeneca. Et a priori, c'est des vaccins qui sont très bien tolérés, bon, en dehors de quelques cas aux effets secondaires. Et par rapport justement à l'allergie, ce qui était le plus rapporté, c'était avec les autres vaccins, Pfizer, Moderna, etc. Il y avait à peine 0,2 pour 100 000 apparemment de problèmes d'allergie avec l'AstraZeneca, mais rien avec le Sinopharm. Et puis justement, comme l'a rappelé c'est Chafer, les gens qui peuvent être éventuellement testés, ce sont ceux qui sont allergiques au PEG, le polyéthylenoglycol, ou pour certains corticoïdes injectables. Mais en dehors de cette situation, il n'y a pas vraiment d'allergie croisée, donc on rassure et les adultes et peut-être les enfants dans un futur proche qui ont des allergies peut-être alimentaires entre autres, qui restent quand même les plus fréquentes chez l'enfant, qu'ils peuvent se faire vacciner en dehors de ces situations, mais vraiment exceptionnelles. Donc, désolé si je suis... Parfaitement d'accord, c'est elle. Merci pour cette précision. Dernière question, Dr Attar. Il faut qu'il pose une question, c'est lui que... Hein? Il va vous annoncer une chose. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Le dîner. Ah bon, non, ça c'est... Non, avant de déclarer ouvert le restaurant, bon, alors... Bon, je ne sais pas si la question a été posée avant moi, je n'étais pas là, j'étais occupé ailleurs. Alors, est-ce que, chez nous, au Maroc, l'immunisation de groupe dont on parle, est-ce que vraiment, quand on va atteindre, et j'espère, je suis optimiste, parce qu'avec maintenant le vaccin, on est arrivé à 40 ans et 45 ans, donc ça baisse. Est-ce que quand on aura atteint 80% des gens vaccinés, est-ce qu'on a le droit de souffler? Et sachant que je suis sûr que beaucoup de jeunes Marocains, moins de 20 ans, je suis sûr qu'ils ont passé la Covid parce qu'ils n'ont jamais mis de bavette, ils n'ont jamais respecté la distanciation dans les quartiers populaires, tout ça. Alors, même c'est la tare, si on a expliqué ça, comme tu es très accueillant chaque année,
Et comme vraiment تتفرح بينا بزاف et puis on va réexpliquer ça. Ah d'accord, donc la question a été posée avant. Alors je réexplique, c'est l'attar. Alors les minutes non, j'ai pas été ici. Non, il faut داك le fameux R بس صدعونا خاص يكون قل من 1 ياك باش يكون قل من 1 خاصك تكالكولي à un moment X pour voir واش وصلتي les minutes de groupe ولا لا خاصك تكالكولي le nombre de sujets vaccinés تزيد عليهم le nombre de sujets supposés infectés يعني خداو l'immunité post هذا d'accord وتكون عندك تقول راه la vaccination راه فاتت 80% au total et tu es obligé تنزل عند les enfants واحد شويه ثاني حتى لديك 5 ans ولا هذا d'accord donc ما يكونش فاي في la vaccination d'adultes ما يكونش فاي في les enfants vaccinés حتى لديك 5 ans ولا زياده mais c'est un calcul fonction de la population jeune d'accord شحال le pourcentage d'une population jeune et tu fais cette simulation pour voir vraiment واش les sujets non vaccinés ou les ما داروش le Covid peut profiter de cette immunité de groupe ou de troupe. Voilà, donc merci c'est Bousskraoui une autre fois, merci tout le monde, donc c'était très intéressant, donc la session est